Je laisse, voilà, 33. 33, c'est mon chiffre, hein. C'est la Gironde. Je crois que c'est le bon moment de démarrer. Hop, allez, let's go. Donc, rebonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui pour ce nouveau webinaire Promise, des webinaires qu'on essaie d'organiser chaque semaine chez Promise sur des sujets voilà, très variés, mais qui tournent généralement autour des bonnes pratiques de développement et comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de nos développements logiciels. Et aujourd'hui, on aborde un sujet qu'on n'avait pas encore abordé dans nos précédents webinaires, qui vont tourner autour de l'éco-conception pour mobile. Comment est-ce qu'on peut, grâce à des bonnes pratiques, réduire l'empreinte énergétique de nos applications mobiles. Et pour cela, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir en invité Olivier Le Goaër. Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots, Olivier? Ouais, donc je suis enseignant-chercheur ou maître de conférences en informatique à l'université de Pau, dans le sud-ouest. Et puis, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Je suis le cofondateur d'un outil qui s'appelle EcoCode, et qui est totalement dans le thème du jour de l'éco-conception mobile. Là, vous verrez ma page LinkedIn et puis mon mail, unif-po.fr, si vous souhaitez me contacter. Voilà. Nickel. Merci beaucoup Olivier pour me présenter également. Donc moi je suis CEO et cofondateur de Promise. Donc mon éditeur de logiciel, on développe un outil collaboratif de partage de connaissances et de bonnes pratiques justement pour les équipes de développement logiciel. Et donc voilà, moi je suis assez disponible voilà, sur LinkedIn également et puis par mail aussi, si jamais vous souhaitez voilà, discuter de ces sujets après le webinaire. Alors, en guise d'intro, de quoi on va parler? En fait, on va parler essentiellement d'un référentiel de bonnes pratiques d'éco-conception. Voilà, donc ça, on va dérouler une partie, on ne va pas tout présenter. Mais justement, en introduction, moi, ça m'intéressait voilà, de parler de ce référentiel, sans rentrer dans les détails pour l'instant des règles. Ce référentiel, aujourd'hui, voilà, il est disponible sur GitHub. Est-ce que, Olivier, tu peux nous présenter voilà, ce référentiel? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus? Pourquoi Ouais, tu as eu envie de travailler dessus? ouais. Voilà, plein de questions. Plein de questions. Il y a un truc qu'il faut savoir avant de démarrer, c'est quelle est ma spécialité. En fait, ma spécialité de recherche, c'est le génie logiciel. Donc, c'est important pour voir après le cheminement, et notamment le génie logiciel automatisé. Donc, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Donc ça, c'est mon background. Et puis, je vais parler très rapidement de mon université, qui est, on va dire, un thème central qui sont les solutions pour l'énergie et l'environnement. Et en tant qu'enseignant-chercheur en informatique, eh bien, j'ai essayé aussi d'allier mon savoir-faire avec cette nouvelle thématique. Et donc, en 2019, j'ai commencé à réfléchir à l'éco-conception pour ce que je connaissais le mieux, c'est-à-dire le développement mobile, et aussi parce que voilà, je voulais prendre une autre direction de l'éco-conception web, où il y avait déjà des gens qui travaillaient sur ces questions-là. Donc j'ai commencé en 2019 à essayer d'identifier des bonnes pratiques, parce qu'à ce moment-là, effectivement, j'appelais ça des bonnes pratiques ou des règles. Et voilà, au fil du temps, j'ai réussi à augmenter le référentiel, qui était, il y a encore même pas un mois, hébergé sur mon site web personnel, donc sur ma page personnelle unif-po. Et puis finalement, Frédéric Bordage, du collectif Green IT, m'a proposé de basculer finalement mes bonnes pratiques mobiles pour ceux qui connaissent, donc le CNUMER, le collectif Ouais, numérique responsable. Voilà. Donc en fait, c'est ici qu'on trouve les 115 bonnes pratiques pour l'éco-conception web, qui est, je pense, un des référentiels les plus connus. Ça fait quand même plusieurs années que ce référentiel est en place. Et donc, bah voilà, depuis, ça fait quoi, une semaine ou 2 semaines, il y a un autre dépôt qui est les bonnes pratiques pour le mobile. Donc ça, c'est super. Donc on a tout mis au même endroit. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés dans ce collectif, il y a donc bien sûr les 115 bonnes pratiques web, les bonnes pratiques mobiles. Il y a aussi des bonnes pratiques WordPress. Donc ça, c'est assez récent également. Et puis c'est là qu'on trouve un certain nombre d'outils autour des 115 bonnes pratiques.
des plugins pour Chrome, etc. Et d'ailleurs, il y avait EcoCode il y a encore quelques mois. On a migré, on en rediscutera probablement tout à l'heure. Je vois plus rien. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Cédric ? Ah. Déconnexion de Cédric. Oui, probablement. Oh, désolé, petit problème de partage de connexion, rien de méchant, désolé. Donc j'imagine que tu as terminé sur la présentation de ce collectif. Voilà, exactement. Donc on peut revenir Voilà, exactement. Donc ici, en fait, il y a une liste de bonnes pratiques. Au départ, en fait, pour être très exact, j'essayais vraiment d'attaquer la question environnement. Et puis, j'ai aussi essayé d'attaquer la question sociale et éthique, parce qu'en fait, le numérique responsable, il peut avoir deux chapeaux, une partie environnementale et une partie sociale. Donc, j'ai commencé aussi un travail un peu similaire pour trouver des bonnes pratiques sociales, même si je suis moins avancé que la partie environnementale. Et autre anecdote, en fait, j'ai travaillé sur le référentiel JR 491 en 2020 ou 2021, je ne me rappelle plus. Et au moment où on réfléchissait à trouver des bonnes pratiques, dans ma tête, j'avais mon background en génie logiciel automatisé qui clignotait en me disant ça va être une sacrée paire de manches quand il va falloir essayer d'automatiser ou d'analyser, oui, d'automatiser ces bonnes pratiques dans les projets de développement. Donc ça n'empêche pas le GR 491 d'avancer, mais j'avais déjà en tête l'idée d'avoir un référentiel, on va dire, plus bas niveau, plus terre à terre. Et en fait, c'est quand même ça la particularité de ce référentiel. Je le dis dès l'introduction, ce sont en fait des code smells. Voilà, donc des odeurs de code. C'est peut-être le terme plus adapté que bonne pratique parce que on peut, avec un petit peu d'effort, on peut les détecter automatiquement dans des bases de code. Et c'est ça qui fait la différence avec, par exemple, les 115 bonnes pratiques web où certaines peuvent être détectées automatiquement et d'autres ne peuvent absolument pas l'être. Ici, j'offre la garantie d'être 100% détectable, en fait. Voilà. Ouais, ça c'est vraiment une des Et oui. particularités du référentiel. Et Alors, c'est ça aussi qui peut être un peu perturbant, où on s'attend ouais. parfois à des bonnes pratiques de haut niveau. Oui, mais les bonnes pratiques de haut niveau qui font consensus, hein, elles ne sont pas forcément détectables. Ça m'a fait mal au cœur, en fait, d'avoir à enlever certaines bonnes pratiques qui étaient excellentes, mais qui ne pouvaient pas être détectées automatiquement. Donc, tant pis, je les ai enlevées. Voilà. Et donc, bon, bah, comme on est un peu plus bas niveau, certains peuvent dire bon, voilà, c'est trop bas niveau. Oui, mais c'est la contrepartie du génie logiciel automatisé et donc de l'analyse automatique de programme. Voilà. Mais c'est un choix que j'ai fait, mais voilà. Donc, chacun après fait ce qu'il veut de ce référentiel. Voilà, on peut. Promise peut être une issue possible, EcoCode une autre, ou bref, encore autre chose. Donc le référentiel, il est totalement indépendant de ce que vous allez en faire. Mais voilà, il y a quand même un tampon qui dit c'est ready pour être mis dans des outils d'analyse statique. Voilà. Très clair. N'hésitez pas d'ailleurs, ça c'est dans la partie chat où vous pouvez poser vos questions dans le chat, il y a un onglet questions aussi. Si vous avez justement dans votre contexte, dans votre entreprise, des sujets autour de l'éco-conception, si vous avez des objectifs, voilà, vous êtes fixés pour réduire la consommation des applications que vous produisez, n'hésitez pas à nous en dire quelques mots, ça pourrait être intéressant, on pourra rebondir dessus. Et du coup, toutes ces pratiques-là, est-ce que dans tes recherches, alors, pardon si tu l'as mentionné pendant que j'ai eu ma petite coupure, est-ce qu'aujourd'hui c'est facile de mesurer l'empreinte énergétique d'un code? Est-ce que vraiment il y a un outillage qui est facile pour comparer, benchmarker tout ça? Non, c'est très difficile. Alors, la mesure sur mobile est quasi inexistante, en fait. D'accord. Donc, alors en parallèle, c'était pas l'objectif de ce webinaire, mais je développe aussi un petit outil de collecte de métriques énergétiques d'application Android qui est également en open source. Alors évidemment, il y a un lien scientifique entre les deux. Mais ici, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est
ce sont des bonnes pratiques dont on peut supposer, c'est une approximation en fait, hein, dont on peut supposer qu'elles auront un bon impact une fois l'application au runtime en fait, mais D'accord, sans avoir fait ces mesures runtime. En fait. Voilà. d'accord. L'analogie que je prends parfois, c'est si vous devez avoir un diagnostic énergétique dans votre appartement, A, B, C, D, E, F, on ne vient pas forcément faire des mesures, mais sur la base d'hypothèses de votre vitrage, de l'épaisseur de l'isolant, etc., on fait des suppositions et on peut vous donner une note. Donc en fait, la mesure n'a pas véritablement été faite, mais elle est basée sur des bonnes pratiques. Double vitrage, isolation du plafond, etc. C'est un peu la même idée, vous voyez. Donc, Bien sûr, c'est ouais. ça qu'il faut accepter et qui m'est reproché aussi parfois. Hein. Il faut accepter cette approximation. Mmh. Voilà. OK. Non, mais très clair. Très bien, merci pour la présentation dans les grandes lignes, de ce référentiel et donc après voilà, comme tu l'as certainement présenté, ici on va retrouver, des référentiels un peu plus larges et donc certainement des bonnes pratiques qui sont peut-être pas toutes automatisables, mais bon, sur lesquelles on peut éventuellement faire, de la sensibilisation ou de la formation à d'autres niveaux, des choses qui peuvent être complémentaires j'imagine pour, l'objectif, final quoi, qui est Tout à quand fait. même d'améliorer la qualité de tout ça. Alors, ce qu'on vous propose, c'est d'aller regarder un peu plus concrètement avec quelques exemples de code à quoi ça ressemble ces règles et de comprendre aussi derrière quelques hypothèses. Voilà, on va rentrer un petit peu plus dans le concret dans cette seconde partie du webinar. Alors pareil, n'hésitez pas, voilà, s'il y a des choses, parce que vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez des questions, on est là aussi pour interagir. Alors ces bonnes pratiques, bien sûr, on a utilisé Promise pour les promouvoir. Mais là, l'idée, c'est on va quand même surtout faire le focus sur certaines de ces bonnes pratiques ici, donc qui ont été voilà, proposées par Olivier, qui sont issues de ce référentiel. Alors typiquement, sur ce morceau de code-là, je vais montrer à chaque fois la version, voilà, entre guillemets, qui pose problème et comment est-ce qu'on peut contourner le problème. Donc là, Olivier, sur ce bout de code, est-ce que tu peux nous expliquer voilà, qu'est-ce qui, selon toi, pose problème et pourquoi à droite, c'est une meilleure version? Alors déjà, je ne sais même pas si on l'avait précisé, mais c'est ma faute. Mon catalogue ne cible pour l'instant qu'Android. Oui, Euh, tu fais très bien de le préciser. mais ça y est, depuis qu'il a été donc mis sur le collectif Cnumère, ce n'est qu'une question de temps avant d'avoir c'est déjà en cours en fait avec des collègues, d'avoir des codes smells ou des bonnes pratiques iOS. Voilà. Mais bon, donc Android et c'est exprimé essentiellement en Java, mais bon, les développeurs Kotlin ne seront pas perturbé, hein, c'est le Oui. même fonctionnement. Alors, le premier Smells qu'on a à l'écran, en fait, celui-ci, je suis surpris qu'il soit en premier, c'était qu'en fait, celui-ci, c'est un Smells social et non pas OK, environnemental, et notamment lié à la vie privée. Voilà, donc il y a une catégorie de d'accord. privacy. En gros, ce que dit le code à droite, c'est ce que font en général les développeurs Android. Quand ils veulent avoir un identifiant unique du périphérique, ils accèdent, ils récupèrent soit le numéro IMEI, vous voyez, ou un ID périphérique qui est totalement lié au matériel, en fait. Donc, il va Mmh. identifier ad vitam aeternam ce smartphone-là. Et ça, c'est connu, ça pose quand même un problème de vie privée, en fait. Et donc, Mmh. la bonne façon de faire, c'est ce qu'on appelle l'Android ID, qui est en fait un ID généré virtuellement pour chaque utilisateur, parce que si vous passez votre smartphone à votre petite sœur et qu'elle reconfigure vous voyez, son compte, elle aura un autre Android ID. Et puis surtout, c'est lié aussi à chaque app. En fait, OK. l'Android ID dépend de la personne, le compte Gmail qui est derrière, plus de l'application. Donc, si vous voulez juste avoir un identifiant, et c'est normal d'avoir besoin par moment d'un identifiant unique, c'est pas l'IMEI, c'est-à-dire la partie matérielle qu'il faut prendre, c'est cette espèce d'identifiant artificiel qui fera tout à fait office, voilà, qui vous permettra d'atteindre votre objectif, mais qui est beaucoup moins intrusif. Voilà. Qui D'accord, ouais. Donc sera différent effectivement, on est pour plus chaque ouais. application et pour chaque utilisateur. Voilà. OK. Donc voilà un exemple de bonne pratique. Et donc là, on voit qu'on rentre vraiment dans des aspects code, et donc Mmh. code smell en fait. Voilà. Et donc détectable par un outil d'analyse statique. D'accord. Dans certains cas, ça peut quand même est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage où malgré tout récupérer ces informations, IMEI, Device ID peut être utile Probablement, ou?
Alors après, on touche à, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi des codes smell. Ce sont Ouais. des choses, des odeurs, mais c'est Mmh. pas interdit en fait. Hein. C'est quelque Oui. chose qui sent pas très bon. On va pas dans la bonne direction. Ouais. Maintenant, jamais aucun outil de qualité code va vous bloquer. Vous avez tout à fait le droit de faire ce qui est à gauche, mais ça sent pas très bon dans une Mmh. logique de numérique responsable. Tout Voilà. à fait, ouais. Ouais, Faut c'est faire un plus, compromis. C'est ça l'idée en fait. Hein. il faut que ça mette, la puce à l'oreille ou se poser la question: «Est-ce que Exactement. vraiment l'utilisation, est-ce que, tu es sûr Exactement. que tu dans le cadre, Exactement. là, on est plus dans un cadre de privacy, voilà, Voilà, donc c'est effectivement. ça un code smell. Il n'est absolument pas interdit de devoir récupérer le numéro IMEI. Il y a sûrement des programmes qui ont besoin de faire ça et on ne peut rien y changer. Mmh. Simplement, il est normal de lever une alerte, comme tu dis, et mettre la puce à l'oreille en disant si vous avez un objectif d'éco-responsabilité, il va falloir peut-être y réfléchir. Mmh. Peut-être qu'après, par contre, dans certains contextes, on veut l'interdire, parce qu'on estime qu'il y a aucune bonne raison de le faire et c'est là que c'est intéressant. Alors voilà, Chaque après on contexte peut, va pouvoir se dire: «Non, nous, on veut complètement interdire l'appel de ça, il y a aucune c'est bonne possible raison de aussi. le faire». Ouais, Voilà, exactement. Ça, chaque équipe projet pourrait, et on revient à l'analyse automatique de code, pourrait détecter ça et bloquer et dire interdit chez nous. Voilà. bien Ça sûr. chacun configure Mmh, voilà, son analyseur différent. ça marche. Bah, très clair pour cette première règle où effectivement, là, on était plus sur un aspect privacy. Alors j'ai fait Ouais, un ordre un peu aléatoire, tu m'en excuses. pas de problème. Heu Alors là, on est plus, je crois, sur la localisation des utilisateurs. Est-ce que c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors ça, cet exemple-là, c'est pour, on va dire, Ouais, s'abonner à la puce GPS, pour récupérer, on va dire des latitudes, des longitudes à intervalles réguliers. Énormément d'applications mobiles, utilisent cette fonctionnalité. Alors la partie gauche, c'est, en fait, c'est l'inverse. Non, pardon. Non, c'est d'accord, c'est le nom de d'accord, le nom du smell, c'est Fused Location API, donc c'est bon, OK, c'est ça. Donc pardon, à gauche, il y a la version classique où on fait appel en fait au package android.location, dans lequel il y a une classe location manager. Bon, on va pas, c'est pas vraiment, pour ceux qui font de l'Android, ils vont reconnaître cette petite ligne de code où finalement on finit par lui demander request location updates, voilà, et puis on lui dit voilà, je suis intéressé par l'écoute des mises à jour de la latitude et la longitude. Et en fait, ça marche très bien. Simplement, il se trouve que dans le même temps, Google avait développé une API différente qui s'appelle, vous voyez, donc on voit à droite, c'est la com.google.android. Donc c'est comme ça qu'on sait que ce ne sont ouais, pas des packages Android, mais ce sont des packages de la firme Google, bon, qui sont parallèles en fait, et ça s'appelle le fused location, c'est-à-dire alors fused ça veut dire fusion, où ils expliquent dans la documentation qu'ils l'ont créé, c'est la fusion de différents signaux pour obtenir une latitude, une longitude, et notamment il est marqué clairement que c'est très intéressant d'un point de vue économie d'énergie. Voilà. Donc, OK. ils expliquent qu'ils l'ont travaillé, cette API, pour être économe en énergie. Et donc, voilà, rien n'est interdit, mais si on a l'objectif clair d'aller vers l'éco-responsabilité, d'avoir une bonne note Mmh. d'éco-responsabilité, il me semble logique de remplacer l'ancienne API par cette autre API qui n'est pas Android, hein, je répète, qui s'installe comme une librairie externe, hein, où on retrouve un peu la même idée. On appelle ça un client, un Fuse Location Provider Client, et dessus, on peut faire Request Location Update, qui n'est pas exactement Mmh. d'ailleurs la même signature, mais Ouais, tout l'idée à fait, était ouais. la même en fait, mais simplement derrière, il y a une fusion de différents signaux qui optimisent en fait la gestion de l'énergie. D'accord, et est-ce Voilà. que, alors petite, curiosité, est-ce que cette API développée, maintenue par Google, c'est un projet qui est open source ou, c'est un projet fermé? Juste par curiosité. Je ne saurais pas te Ouais, dire. Hein. OK, pas de problème. Alors, il est mis en avant, c'est là où on voit qu'il est quand même vachement poussé et mis en avant dans la documentation en Android, parce que c'est Ouais, évidemment pas un inconnu qui bien a sûr. développé le. Mais c'est quelque chose qui n'est pas, voilà, qui est en dehors normalement des packages classiques, classiques d'Android. OK. On pourrait faire ça aussi pour d'autres API, on va dire totalement extérieures à l'écosystème, mais c'est compliqué pour moi de maintenir une telle liste. Vous voyez, donc Mmh. je suis quand même resté dans l'écosystème, on va dire officiel, autour Oui. d'Android. Voilà. Il y a peut-être des gens à l'autre bout de la planète qui, en open source, offrent des API alternatives censées être plus efficientes, etc. Mais il faut Mmh. les trouver, il faut les connaître, faut les bon, donc ce serait
plus compliqué pour moi d'en faire une bonne pratique. Je comprends. Ouais. Pareil, s'il y a des personnes qui ont connaissance de ce genre de projet, n'hésitez pas à les partager aussi, Ouais, ça peut ça être peut intéressant. voir effectivement comment on les intègre. Ok, très clair. Allez, on passe au sujet suivant. Au niveau d'un code smell qui s'appelle Constraint Worker. Alors, dis-nous en Ouais. plus. Alors, c'est parce que dans Android, on peut faire ce qu'on appelle des work requests, des demandes de travail. Donc, c'est ce qu'il y a à gauche, en fait. Alors, ça, c'est une demande de travail. Alors, la tâche, le travail en question, il peut être n'importe lequel. On le voit, c'est dans mywork.class. Hein, donc on met quelque chose, une opération quelconque. Et ça, c'est un exemple classique où on va demander on crée une requête de travail avec cette classe-là, qu'on va exécuter. Alors ici, c'est one time worker request. On va exécuter une seule fois. Bon, okay. Et puis, on l'enqueue, donc on l'enfile dans une file de tâches, et puis le système exécutera cette tâche. Pas de problème. Simplement, quand on regarde la documentation, on s'aperçoit qu'il y a un truc intéressant qui est de se dire, on peut rajouter des contraintes sur le moment où ça va être exécuté. Parce que dans la partie gauche, on ne maîtrise pas vraiment ce qui va se passer. Il exécutera la tâche quand il pourra. Très bien. Mais donc, à droite, il y a une autre version où on va utiliser des contraintes. Et parmi les contraintes, pas n'importe lesquelles, il y en a une qui est très intéressante, c'est Set requires charging true. Et ça voudra dire que la tâche ne sera lancée que quand la personne va mettre en charge physiquement son smartphone. Et c'est D'accord. une bonne pratique qui est connue, donnée à très haut niveau, qui est de se dire ce serait bien d'arriver à faire certaines tâches coûteuses que quand on est sûr qu'on est soit la batterie est à un bon niveau, ou soit qu'on est carrément branché sur secteur. Tout le monde est d'accord avec ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben voilà un très bon exemple. Ça, c'est une tâche qui ne se déclenchera que quand on sera Branché, quoi. branché, ouais. Ouais, donc ça veut dire que là, en fait, en tant que concept, enfin, développeur, développeuse, on se dit, on assume que cette tâche, elle Ouais. est pas, peut-être pas prioritaire ou j'en sais rien, mais en Alors gros, on voilà, encore accepte une qu'elle fois, s'exécute un jour quand il y aura besoin de charger, mais c'est pas un besoin exactement. à l'instant T, quoi. Effectivement, encore une fois, rien n'est chacun est fait avec l'objectif de son application. Hein, ça, c'est pas, il n'y a pas de. Hmm, Simplement, on voit bien que c'est mieux de le faire en mode bien contraint sûr. si c'est possible, toujours pareil. Oui, Ou dit dans l'autre sens, faire des tâches, des work requests, c'est bien, mais les faire sans ce genre de contraintes, voilà, c'est pas idéal. Si, pareil, si on a vraiment envie d'être éco-responsable, toujours pareil, celui qui n'a pas envie d'être éco-responsable n'est pas concerné bien sûr. par ces Mais ça, bonnes pratiques. mais ça peut être effectivement des tâches de fond, ou alors après, je connais pas les statistiques, Alors, faut j'imagine trouver des qu'aujourd'hui, un exemples, smartphone, effectivement, hein. Alors, c'est tout le ouais, problème. Hein. Il y a des tâches, elles doivent être exécutées bien le plus sûr. possible. Hein. Bon, voilà. Donc, Mais moi, on peut se dire je ne qu'un rentre pas smartphone, dans ce niveau de détail. Quoi. Mais ouais. simplement, voilà, c'est Hmm. pour orienter vers cette direction-là. Ouais, c'est quoi, j'imagine après qu'un smartphone est généralement rechargé max toutes les 48 heures, donc on peut se dire que malgré tout, il y a des tâches qui peuvent, voilà, s'il y a des tâches qui peuvent attendre cette Ouais. durée-là, bon, je pense qu'il Parce y en que a c'est tous les c'est jours. assez rigolo. Ouais. Dans le guide pour l'efficacité énergétique, on le trouve côté Android et côté iOS aussi, c'est un peu pareil. C'est écrit en langage naturel. Ils disent tout ce que vous pouvez tout ce que vous pouvez Bon, retarder, ouais, c'est une bonne pratique. Ils disent pas si c'est possible, ils disent pas comment, etc. Mais ils disent dès qu'on ouais. peut retarder des choses, justement, hein, dans ces moments où on est en charge, etc. C'est bien. Bon, on Hmm. est tous à peu près d'accord avec ça. Ben ça, c'est un exemple statiquement détectable de cette bonne pratique de haut niveau. Ça, c'est le code SMEL qui correspond, c'est un code SMEL qui correspond à cette bonne pratique de très haut niveau qui dit que dès qu'on peut reporter à plus tard des opérations coûteuses, plus tard, pardon, dans les bons moments. Les bons moments, c'est par exemple d'être branché sur secteur. Tout à fait. Et donc tu disais, on peut aussi mettre un seuil de batterie, par exemple un set, Ouais, il y a, alors c'est pas genre avec un seul, on un peut dire ampli. Ouais, low height, on peut dire quand est-ce que ok, la tâche ne sera exécutée que quand on sait que la batterie est suffisamment haute ou voilà. Donc d'accord. c'est pas un seuil en valeur claire, hein, ce sont des Ouais, constantes. Hein. ok. Ouais, donc ça évite d'avoir aussi des trucs arbitraires, 50, Ouais, 60, c'est ça, ouais, sortis un peu du chapeau, quoi. c'est ça, exactement. Ok, ouais, effectivement, c'est présenté comme ça, c'est quelque chose qui fait sens.
Oui, alors Bastien, il nous dit on peut également le faire en Wi-Fi. Ouais. Alors, oui. Ça ça veut dire c'est qu'on peut pareil. mettre des Alors, contraintes, ouais. comment détecter ça? Je sais pas. Là, j'ai pas réfléchi à la question, mais Donc, c'est ouais, une idée de manière intéressante. programmatique, on peut choisir. Ouais, parce qu'effectivement, est-ce qu'on peut jouer aussi sur le réseau? Est-ce que sur la puissance du réseau, ce genre de choses? Ou est-ce que, par exemple, si tu sais que tu as un réseau dégradé, tu vas pas faire de Alors, certains traitements? Ou ça, vous voyez, c'est là, pas. on est tous d'accord. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut connaître très Ouais, très bien les entrailles des API, en fait. C'est là qu'on voit qu'il faut. Je prétends pas du tout être le meilleur là-dessus. Là, comme ça, je sais pas si dans les constraint workers, on peut indiquer la qualité du réseau ou même le type de réseau, Wi-Fi, 3G, ça me dit rien. d'accord. Ça me dit rien. Donc, vous voyez, on est limité parce que l'API m'offre, en fait. Mmh. Et surtout, il faut la connaître en détail. Donc pareil, je profite, s'il y a des développeurs expérimentés, ils peuvent à tout moment rajouter dans le référentiel CNUMER de nouvelles règles. C'est ça l'idée, évidemment. Ouais. J'ai pas la prétention d'avoir fait un référentiel exhaustif, ce n'est qu'un Mmh. début. Ça marche. Très clair. Hop, je te propose qu'on avance sur la pratique suivante. Alors ouais, ça j'ai vu, c'est le framerate. Alors, à quoi ça Ouais, correspond? alors il est possible, tout le monde ne le fait pas, bien sûr, mais de modifier en fait la fréquence, le taux de rafraîchissement de l'écran, qui est, je crois, par défaut de 60. Et puis, mais c'est possible dans l'API, en appelant la méthode setFrameRate, de mettre plus que 60. Alors, je crois qu'il y a 60, 90, ça peut monter encore au-dessus. Et c'est marqué, je crois, dans la documentation, que c'est sûr que des fréquences de rafraîchissement plus élevées, ça tape, ça tape dans la Mmh. batterie, enfin, dans l'écran et donc dans la batterie, etc. Pareil, si quelqu'un en a absolument besoin, qu'il le fasse. Mais simplement, si on a pour objectif d'être éco-responsable, d'aller vers une bonne note d'éco-responsabilité, il ne faut pas, soit ne pas invoquer cette méthode, j'ai envie de dire de manière simple, ou alors si on l'invoque, on ne dépasse pas, en termes de premiers paramètres, on ne dépasse pas la valeur 60. Mmh. Là, en fait, plus on baisse et plus ça va impacter, j'imagine, la réactivité de l'application ou c'est autre chose? Enfin, ou c'est la fréquence de rafraîchissement, en fait? C'est juste la fréquence de rafraîchissement, et je vois juste que Bastien me dit qu'il y a bien une contrainte network type Très dans bien. les constraints, enfin je suppose. Alors maintenant, il faut être sûr que je regarderai alors. Je la rajouterai au mumsmell, parce que c'est le mumsmell, le nom c'est du travail contraint. Mmh. Mais je pourrais rajouter effectivement le type de network. Mais il faut être sûr qu'on a un gain en passant du Wi-Fi à la 4G, 5G. Donc il vaut mieux utiliser Wi-Fi, je suppose. Je pense que c'est ça la finalité je sais pas ce que Bastien en pense. Donc 3G, 15 fois plus dynamique en Wi-Fi, ok, 4G, ok. Donc c'est ça. Donc en fait, on peut détecter, je le rajouterai, que être éco-responsable, c'est si possible de faire donc une tâche contrainte en favorisant Mmh. le Wi-Fi. Très bien. Je pense qu'on a Bon, trouvé parfait. un Une nouvelle règle. mail en Merci. live C'est dans beau. le chat. C'est Merci super. Bastien et Christophe. Ah voilà, bon, c'est intéressant. Donc là, OK, ouais, effectivement pour le framerate, donc par défaut, tu dis c'est 60, OK. Ouais. Après, c'est des tests à faire, j'imagine aussi, voilà, je pense que c'est compliqué de se projeter. Faut jouer avec le curseur et puis voir jusqu'à quel niveau c'est «acceptable» entre guillemets. Enfin, je suis pas développeur Android, mais c'est comme ça que je le ferai. OK, top. Allez, je te propose qu'on avance. Oui, alors il y avait un point sur les optimisations de batterie. Ouais, en fait, l'OS lui-même, Android, il y a l'équivalent sous iOS. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qui vont être, dont on pourra Ouais. s'inspirer. Il y a ce qu'on appelle le dose mode, qui est géré, en fait, une gestion interne de l'énergie qui essaie de mettre en sommeil certains éléments des applications, donc de la vôtre et puis des autres, etc. On peut dire, moi, mon application, je veux pas qu'elle soit gérée par ce mécanisme-là. Donc, ça se fait avec ce qu'on appelle une permission spéciale. Où on dit, moi, je veux sortir de cette gestion intelligente de l'énergie. Pareil, il existe sûrement des cas de figure où c'est fondamental pour eux de le faire, mais dans ce cas-là, on ne peut pas se prétendre éco-responsable quand déjà son application
veut se retirer de la gestion intelligente de l'énergie des OS. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors ça, vous voyez, c'est l'exemple typique où c'est pas du code Java ou Kotlin, c'est du XML. Et je l'ai pas dit, mais enfin, je l'écris dans mon référentiel, mais c'est une des caractéristiques en fait, c'est que les codes SML se nichent partout où il y a du code. Et j'ai jamais dit que c'était forcément que du code Java ou Kotlin. Ça peut être donc c'est bien. On va commencer ce genre d'exemple un peu différent. Ici, c'est dans du code XML. Voilà. Tout à On fait, se ouais. rappelle le manifeste XML, mais c'est un fichier XML. Oui. Et en fait, on trouve des trucs très intéressants dans ce genre de fichier. Donc voilà, il faut surtout pas mettre ce genre de choses si on veut se prétendre éco-responsable. Ça va à l'encontre en fait de D'accord, l'idée voilà, de réduction de l'énergie, tout simplement. ça marche. Très clair. Sur le point suivant, ouais, alors ça, j'imagine que c'est par rapport à le fait de garder l'écran tout le temps allumé quand on fait rien? Exactement, celui-là est très, très simple à comprendre. Il est expliqué en plus de manière très claire dans la documentation. C'est pareil en fait, les OS gèrent agressivement les ressources, donc l'énergie, et donc dès qu'ils peuvent, ils mettent en sommeil, ils font tomber en sommeil l'écran. On sait tous très bien, hein, les écrans vont tomber en sommeil. Il est possible, c'est prévu dans l'API, de dire moi, je ne veux pas que mon écran tombe en sommeil. Voilà, parce qu'il y a des cas de figure où je suis tout à fait d'accord que bon, Ouais, il ne faut pas que ce soit le cas. Il y a différentes techniques, mais une technique très simple, c'est d'aller dans ce qu'on appelle un fichier layout, qui est un fichier XML, et de mettre un petit attribut qui s'appelle keep screen on at true. Et ce simple attribut fait que l'écran, tant que l'app est au premier plan a été lancé, ne se mettra jamais en sommeil. Donc, il faut comprendre évidemment, ça va complètement à l'envers, à l'encontre de la gestion aussi de l'énergie sur un smartphone, parce que l'écran, c'est le composant qui pompe le plus. Hein. Donc, ça, c'est catastrophique. Donc, dans la documentation, il y a marqué la possibilité est offerte, mais c'est à éviter, si possible, il faut absolument éviter ça. On peut tuer une batterie en quelques heures si on ne peut mmh, pas laisser l'écran tomber en sommeil. Vous voyez, ce simple attribut XML, il a une portée et un impact ouais. énorme. Énorme. Donc par défaut, comme tu dis, c'est à false, quoi. C'est ça? Oui, en fait, ou Voilà. soit il y est pas, en fait. Soyez Soit pas, parce que c'est l'attribut, implicite. soit il est à false, effectivement. D'accord, donc s'il est à true, c'est, généralement, volontaire, quoi. Sauf si on a fait un Exactement. copier-coller à l'arrache d'un truc, on savait pas ce qu'on copiait, mais Exactement. Alors, j'ai pas vérifié, mais peut-être que c'est l'exemple. Tous anti-Covid, il avait beaucoup de choses comme ça. Il fallait qu'il reste, vous voyez, très lumineux, parce qu'il y a aussi un smell. Je pense qu'on l'a pas listé sur la luminosité. On peut forcer une luminosité très élevée de l'écran, c'est catastrophique, évidemment. Mais il y a ouais, des applications. Tous anti-Covid devaient être très lumineux pour afficher le QR code. Ils devaient rester au premier plan. Ils ont dû faire un hack pour tout ce qui est Bluetooth, hein, parce que pour oui, utiliser le Bluetooth. Enfin, vous voyez, donc moi, je ne parle pas de ces cas extrêmes, en fait. Je parle du développeur du quotidien, qui est une application du quotidien et qui, voilà, pour aller vers l'éco-responsabilité, ne devrait pas utiliser, enfin, mmh, appliquer ces choses-là qui sont quand même pas oui. terribles pour la batterie. C'est tout. Sauf cas bien particulier, comme tu disais, mais bon, Oui, mais ça, voilà, ça jamais, arrivera c'est pas toujours. à moi de dire que c'est interdit. C'est pas ça. C'est pas une Ouais, bien interdiction. sûr. C'est la qualité de code, hein, comme on dit. C'est pas interdit, mais on va vers plus de qualité. Mmh, tout à fait. Bah, écoute, là, on avait un autre Ouais, sujet aussi, ouais. grand classique. Ça Ouais, regroupe plusieurs smells, mais le chapeau commun, c'est les fuites. On appelle ça fuite de capteur. C'est tout simplement, alors ici, c'est un accéléromètre. Bon. En fait, le principe, c'est qu'on s'enregistre sur un capteur. Voilà, et on dit, ouais, il y a une fréquence d'échantillonnage, on dit tous les X millisecondes où on veut être averti, ou recevoir des nouvelles valeurs de l'accéléromètre, du luminomètre, de tout ce que l'on veut. Et évidemment, qui dit enregistrement, dit abonnement à des événements, dit ne pas oublier de se désabonner. ouais, Parce que ça, c'est assez terrible, c'est marqué aussi dans les documentations. Si vous oubliez de le faire, alors que, par exemple, votre application passe en arrière-plan ou l'écran s'éteint, etc., il continue à faire de l'acquisition de données. Et alors ça, c'est pareil, hein, ça tape énormément dans la batterie. Et c'est dommage, l'application n'est plus visible, n'est plus en premier plan, etc. Et il continue à acquérir voilà, des données de l'accéléromètre, etc. C'est et cata. si je prends l'exemple, par exemple, de toutes les applications qui calculent le nombre de pas qu'on fait par jour, est-ce que ça forcément, elles sont obligées de
fonctionner en forçant justement l'écoute sans jamais se désenregistrer du coup? Ou c'est Moi, je pas un bon pense pas, exemple? je vois pas, là, j'ai pas d'exemple, mais je pense qu'une application correctement faite, tant qu'elle est au premier plan, elle écoute, et dès qu'elle passe en pause ou elle se stoppe, elle se désabonne des événements. En tout cas, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Pareil, on va sûrement me sortir l'exemple de certaines applications qui, de toute façon, pour qu'elles soient utiles, ne peuvent pas faire autrement. Pas de D'accord. problème. Mais simplement, on peut pas me dire qu'elles sont éco-responsables. En Très fait, c'est clair. ça. Quel label Ouais. on cherche à obtenir? Si on cherche à être éco-responsable, on accepte des compromis. C'est vraiment ça l'idée, hein. Ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Ça, c'est la façon correcte de faire. Donc, par analyse de. Alors, pareil, je suis pas censé parler d'analyse de programme, mais j'ai toujours ça en tête à la fin. On peut vérifier que les enregistrements, abonnements, on va dire, et désabonnements fonctionnent bien par paire. D'accord, Et ouais. ça, c'est un truc classique, hein, des débutants qui oublient de se désabonner des événements de type capteur. D'accord, très clair. Effectivement, à garder dans un coin. Alors on avait un autre, alors est-ce que c'est un C'est peu toujours sur les similaire? capteurs. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Alors pareil, ici, ouais. c'est pas mal. À gauche, vous avez, c'est tiré de l'exemple d'avant, c'est une Ouais, façon pour dire, voilà, je suis intéressé tous les X millisecondes par recevoir les nouvelles valeurs de l'accéléromètre. Et puis après, on fait quelque chose avec. mmh, Il y a une version, une méthode, donc la méthode c'est register listener, et il existe une version surchargée, donc overload de la méthode, qui possède un paramètre supplémentaire que tout le monde n'utilise pas, mais qui du coup est intéressant, qui permet en fait de mettre dans une file et d'accumuler dans une file un certain nombre de valeurs avant de les délivrer. Et donc dans d'accord, l'exemple qui est à droite, si je ne me suis pas trompé, le listener, enfin comment dire, le capteur ne délivrera ses valeurs qu'après avoir, qu'au bout de deux, comment dire, je ne sais pas comment le reformuler. On va dire qu'à gauche, à chaque fois qu'il y a un changement au niveau de l'accéléromètre, la valeur est délivrée à celui qui écoute. Alors ouais. que dans les versions à droite, il faut attendre deux valeurs qui sont donc empilées ou enfilées plutôt, puis après elles sont délivrées. Et donc ça, c'est une bonne stratégie de finalement d'attendre, d'enfiler, on pourrait mettre des choses beaucoup plus importantes, d'enfiler pas mal de valeurs avant de les délivrer d'un coup à celui qui écoute. Voilà. Mmh. OK, Et ouais, donc ça, c'est une technique en fait qui est aussi évoquée dans la documentation, d'accord. qui évite l'interruption en fait de l'application. C'est plus efficace ça, en termes d'énergie, d'attendre Ouais. pour délivrer les nouvelles valeurs. OK. Ouais, c'est le même principe que si tu as 100, colis à livrer à une personne, il vaut mieux que tu Exactement, fasses une fois un trajet avec les 100 plutôt que exactement, 100 trajets, quoi. exactement, exactement. Et tu attends, tu les enfiles dans la camionnette et puis tu y vas une fois. Voilà. D'accord, OK. Exactement. Vous voyez, Bon, bah, top. c'est aussi cet exemple, c'est juste un paramètre, c'est pas un paramètre Mmh. optionnel, on appelle ça la surcharge de méthode, hein, en Java. C'est un quatrième paramètre qui était là et qui a été prévu pour gérer ça. Encore une fois, si on a pour objectif d'atteindre une espèce d'efficience énergétique, il vaut mieux prendre cette méthode que l'autre. Voilà, c'est tout. Mmh. Non, très clair. Bah, je te propose qu'on aille sur la pratique suivante. Ou alors celle-là était intéressante. Alors, celle-là est assez connue, c'est de pas faire plutôt un appel. Alors c'est Internet in the loop, c'est de pas faire un appel HTTP dans une structure itérative. Alors ici c'est une boucle for, mais Mmh. vous pouvez les mettre. On détecte évidemment tous les autres types de boucles. Parce que ça sent pas très bon, hein. Je reviens à l'odeur. Ça sent pas bon quand on commence à faire des boucles qui contiennent des appels HTTP. On se dit qu'on prend le problème. Bon, déjà, on peut tuer une batterie très très rapidement. On se dit que on n'a pas pris le problème dans le bon sens. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas vraiment de. C'est pas la correction, c'est qu'en fait, architecturalement, il y a un truc qui ne va pas. Mmh. C'est qu'il faut faire du push. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est au serveur, finalement, à mon avis, plutôt de me contacter moi pour me dire. Parce que quand les gens qui font des boucles et des requêtes HTTP, c'est souvent pour dire alors, est-ce qu'il y a du nouveau? Alors, est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce qu'il y a du nouveau? De manière régulière pour voir un peu. Voilà. En général, c'est mauvais, c'est pas comme ça. Il faut renverser le flux et c'est au serveur, quand il a quelque chose de nouveau, une nouvelle donnée, une nouvelle information,
de venir me notifier en disant viens chercher ta nouvelle information. Voilà. D'accord, c'est un Et système pour de ça, push d'événements, quoi. comment C'est un système d'événements en fait que tu viens Exactement. Alors, pusher. par exemple, nous, ce qu'on fait, la correction, c'est juste de donner un lien vers la documentation de Google Cloud Firebase, Google, alors comment il s'appelle déjà, Google Messenger Firebase, je sais plus. Enfin, c'est le système made in Google où en fait les serveurs peuvent notifier les périphériques Android que quelque chose d'un événement, comme tu D'accord. donc, on met juste le lien en disant, bah, c'est plutôt architecturalement, vous êtes trompé quelque part. Donc, il faut plutôt aller vers là. On ne peut pas évidemment donner la solution toute faite. C'est ça que je veux dire. C'est pas comme les do, don't qu'on a vu juste Bien avant. sûr. Ouais. C'est quelque chose de plus complexe. C'est dire que ça sent pas bon dans la façon dont on a conçu l'architecture de son client serveur. Et Donc, si dans un cas, alors si on n'est pas forcément sur de l'écoute d'événements, mais qu'on veut pusher du contenu, en fait, il y a quelque chose qui me fait penser au cas d'avant, c'est-à-dire que si j'ai par exemple 10 requêtes post à faire parce que je vais envoyer du contenu, est-ce que je peux pas les envoyer en une fois en les stackant quoi aussi quoi, potentiellement. alors ça, je ne sais pas si on peut le détecter. Je serais d'accord avec toi, Oui, mais alors, ça c'est un autre sujet. ouais. En tout cas, c'était juste l'odeur, elle est là. C'est un appel HTTP dans une structure de type boucle. Ça sent. On va déjà au devant des problèmes, ça c'est Ouais. sûr. Maintenant, quelle est la vraie nature des problèmes? Ça, c'est un peu plus difficile. Mais en tout cas, c'est normal de lever une alerte en disant, voilà, ça sent pas très bon, quoi. Ouais, très clair, parce qu'on s'imagine que suivant la taille de l'itération, on s'expose quand même à des difficultés. Ouais, c'est pas très, très logique, quoi. Ouais. Alors là, t'avais un autre smell sur, du coup, c'est sur le fichier Gradle, je crois, c'est ça? Ouais, alors ça aussi, vous voyez, tout à l'heure je disais, c'est pas que du code Java, ça peut être des fichiers, des layouts qui sont des fichiers XML, des fichiers manifestes qui sont des fichiers XML aussi. Et puis il y a des fichiers Gradle dans les projets Android. Et ben on peut aussi détecter des smells là-dedans. Celui-ci, par exemple, bon, il peut être discuté. C'était dans un fichier Gradle, on peut indiquer le minimum, le min SDK, c'est-à-dire la version d'Android minimale à partir de laquelle on s'installe. Et puis la target, c'est-à-dire celle qu'on cible idéalement parce qu'on utilise des features un peu sympas, etc. Et en fait, ce qu'on observe empiriquement, c'est que quand l'écart augmente, donc c'est ce qui est à gauche, entre on cible un min SDK 7, mais en même temps, notre appli, ce qu'elle cible véritablement, c'est une version 23 pour bénéficier de trucs un peu sympas. En fait, on se retrouve avec des problèmes de rétrocompatibilité et on embarque tout un tas de choses pour que justement l'expérience utilisateur qu'on avait pensé pour une version 23 marche quand même dans une vieille version 7. Et en fait, on alourdit les APK. C'est vrai, il faut raisonner en plusieurs étapes. Ça sent pas très bon parce qu'en fait, voilà, la plage est trop grande et donc on embarque en fait dans l'APK plein de choses, Alors ça peut être des ressources différentes, des if, des else, des machins pour gérer tous les cas de figure. Vous voyez, on sent bien que il faut remonter tellement dans le passé qu'il faut gérer tout un tas de cas et on alourdit l'APK. En fait. Pareil, c'est pas mesuré. Je peux pas vous donner c'est pas La mesuré. taille de. Ouais. Ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon d'avoir une plage trop grande. Voilà. Donc nous, en tout cas, on lève une alerte mineure parce que c'est pas en disant bon. Il y a des risques en fait de vouloir gérer tous ces cas de rétrocompatibilité et d'alourdir l'APK. Et ça, les APK lourds, c'est les obésiciels. C'est ces logiciels qui ont tendance qui font des fois pas grand chose et qui commencent à grossir. Donc, vous voyez, l'obésiciel, ça peut se traiter et ça commence des fois juste avec des smells comme ça. D'accord, ouais. Intéressant. C'est l'inflation généralisée des logiciels, donc l'obésité logicielle, elle peut se détecter comme ça en fait. D'accord, parce qu'on embarque trop de choses qui servent à rien. Quoi. Exactement. Ok. Et encore une fois, c'est un pari, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme les diagnostics énergétiques, c'est sur la base, c'est une approximation de ce qui pourrait mal se passer en fait. Ouais, je comprends. Ok, top. On avait deux derniers smells à présenter. Alors ceux-là, on n'est même pas sur du code vraiment, on est plus sur de l'architecture, la manière dont on structure nos fichiers. Ouais. Il y a une pratique toute simple là sur les Ouais, fichiers médias. j'aime bien cela parce que je finis avec le fait que, alors, du coup, le mot code smell, il est un peu embêtant, mais il y a même des choses qui sentent pas très bon, qui sont pas du tout dans le code,
qui sont dans la structure même du projet Android. Et l'exemple très simple, c'est que c'est les formats de fichiers type WebP qui sont suggérés. On retrouve le même dans les 115 bonnes pratiques web. Les formats WebP sont des formats d'images optimisés qui ont été pensés en fait pour alléger les ressources. Ils sont totalement supportés par les périphériques Android. Donc en fait, l'idée c'est de basculer toutes ces images, ici background.png, logo.jpeg, en leur équivalent WebP. Et ça se détecte, ça se détecte. Mais j'ai pas besoin, c'est pas du code, et j'ai même pas besoin d'aller dans l'image. La simple extension de fichier me suffit à dire que ces fichiers-là devraient idéalement être convertis en leur équivalent WebP. Voilà, donc ça sent pas très bon quand on a que des fichiers anciens, des formats de fichiers anciens. Avif n'est pas supporté parce que c'est un très bon format de fichier. Merci Christophe. Le format Avif est très performant côté web. Il faut des navigateurs modernes, je pense, pour l'Avif. À ma connaissance, toujours pareil, il n'est pas supporté nativement. Oui, parce que le WebP est supporté nativement par Android, mais pas l'Avif. Voilà, c'est pour ça en fait. Okay. Et le SVG. Pareil, je suis pas spécialiste. Moi, j'ai lu que le WebP et la VIF, c'était vraiment des formats ultra efficaces. Et de loin, beaucoup meilleurs que SVG. Maintenant, on peut rajouter une alerte avec différents niveaux de sévérité. Il faut surtout basculer en WebP. Et puis, quand on ne peut pas WebP, SVG. Et puis, si on ne peut vraiment pas SVG, bon, voilà, on peut imaginer. Encore une fois, le référentiel, chacun dosera. Voilà. Mais le SVG, je ne l'ai pas vu comme étant. Parce que le SVG, sans jeu de mots, il est léger, mais il a le temps de rendu, c'est du vectoriel. Il demande de la puissance aussi au niveau du rendu à l'écran. Donc, c'est ça qu'on regarde aussi, quoi. C'est le temps de chargement. Je ne l'ai pas vu comme étant le plus mis en avant pour côté web, notamment côté éco-responsable. On nous parle que du WebP et de. Je dis AVIF, on dit AVIF. Ok, Christophe m'a dit que Avif n'est en effet pas supporté par Android. Sinon, effectivement, j'aurais rajouté cette règle de détection, mais... Peut-être ça viendra, je ne sais pas s'il y a un support qui est alors, prévu. Et je ne voulais pas aller dans des trucs non officiels, parce que peut-être qu'en rajoutant des bibliothèques externes, on peut supporter l'Avif, mais bon, ça, c'est hors... ça devient compliqué à détecter après. On est d'accord. Ok, top. Et le dernier small qu'on va présenter, alors celui-là, il est assez simple. Ouais, mais aussi, il est très connu. Très connu. Tout le monde il est dans la documentation officielle d'iOS. Bizarrement, il n'est pas dans celle d'Android, mais je n'ai aucun doute que c'est la même. C'est chez iOS, ils disent si vous voulez préserver la batterie, il faut éviter les animations. Autres que celles qui sont nativement prévues par le système. Mais dans votre appli, vous dites je veux des effets de glisser, de machin. Ok, super. Ça a évité parce que ça tape évidemment dans le CPU et puis voilà, donc c'est marqué comme ça. Et en fait, la détection, pareil, je garde en tête l'idée de la détection. En Android, c'est très simple. Ça veut dire que vous avez des fichiers XML dans le sous-dossier Animator. Donc, si quelqu'un, on pourrait pousser le test un peu plus loin, c'est OK, il a des fichiers XML, mais est-ce qu'il les inflate, il les utilise vraiment? Bon, OK, bon. Parce qu'on peut imaginer un fichier qui est là, qui n'est jamais utilisé. Bon, c'est un autre débat. En fait, c'est juste ça. Ça veut dire que la personne, ça sent pas bon. Elle s'apprête à faire des animations à l'intérieur de son application. Or, il est marqué dans les guides de bonne pratique pour l'efficacité, préserver la vie de la batterie. Si vous voulez préserver votre batterie, c'est niet, c'est zéro animation. D'accord. Donc, et ça, en fait, ça en fait un des smells quasiment les plus efficaces, qui n'est pas basé sur du code, qui est basé sur la structure du projet. Donc peut-être des fois des choix du UI, du X entre guillemets pour faire un effet, parfois waouh sur les apps, ça peut se faire au détriment du coup. En fait, l'effet waouh est un peu contradictoire avec l'éco-responsabilité. En fait. C'est ça que ça veut dire. Et c'est assez facile à comprendre en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc ça, c'est dans la catégorie, je ne suis pas rentré dans les détails, c'est les catégories que j'ai appelées sobriété. C'est on accepte d'être un peu sobre et donc on ne fait pas des effets waouh si on espère décrocher une bonne note éco-responsable. Et je rebondis juste sur ce que dit Christophe dans le chat. Faut pas tout... Avif supporté. Ici, il n'y a pas d'histoire de Chromium, c'est-à-dire le composant de rendu le web. Je parle d'applications natives. Quand on pose un fichier .webp dans les ressources,
on peut l'afficher nativement. Voilà, on peut l'afficher nativement dans une image view, comme on dit, alors que la VIF, on peut pas. En tout cas, pas pour l'instant. D'accord. Au top. Super, bon, là, forcément, tu nous rappelles combien de règles? Il y en a 40, 50, pardon, j'ai Alors, plus le j'en ai chiffre. 42 côté 42. environnemental et j'en ai 5 ou 6 côté social. Social, ouais, d'accord, dont celle qu'on a vue notamment sur le C'était Tracking ID. Ouais. Tracking ID qui est dans la catégorie Privacy. Exactement. Voilà. Donc, il y a des catégories pour s'y Mm. retrouver un petit peu. Et j'ai envie d'augmenter le nombre de. On en a trouvé. Alors, ce qu'on a fait tout à l'heure là, avec l'histoire de Wi-Fi, etc., ça ne va pas créer un smell supplémentaire parce que c'est le même, c'est le constraint worker. Simplement, ça fait des variantes de détection différentes. Donc, je D'accord. vais compléter en disant on peut aussi détecter ça, mais la bonne pratique générale reste la même, c'est de faire des workers, des travailleurs contraints. Voilà. Mais c'est super, vous voyez, donc on peut en trouver en fait en discutant. C'est vraiment l'intelligence collective. Hein. Je finirai Ouais. aussi là-dessus. On est vraiment dans l'idée de l'open source et de l'intelligence collective. Évidemment qu'on peut en trouver encore plein. On peut en trouver plein des environnementaux, plein des sociaux, et puis surtout, il y a tout le même boulot à faire côté iOS. Et oui, il y a du Donc, travail là-dessus. il y a du travail, voilà, en gardant le même esprit de se dire est-ce qu'on peut les détecter automatiquement dans une base de code. Tout à fait. Puis j'imagine que tes travaux en parallèle sur pouvoir mesurer des métriques aussi, Voilà, ça va appuyer ton propos et soutenir les exactement. hypothèses. Voilà. Exactement, voilà. Parce qu'en fait, il y a presque tout est à faire côté mesure pour rassurer, pour prouver la force en fait de chacune d'elles, parce que là tout ça est donné un peu au même plan, alors qu'en fait si on réfléchit un petit peu, le keep screen on c'est peut-être 50 fois pire que, vous voyez, il y a quand même des ordres de grandeur qui sont clairement intuitivement pas du tout les mêmes, mais avant de le montrer, de le démontrer, c'est compliqué. C'est un gros chantier qui est lié à la mesure, mais là c'est pour ça que tout à l'heure je disais, pour ceux qui font de l'Android, connaissez-vous des outils de mesure en joules, par exemple, d'une exécution d'application? Il n'y a pas grand-chose. Et Tout donc, est ouais, tout est à faire. Alors, on approche de la fin de ce webinaire. Du coup, on voulait. Alors, juste un mot, du coup, tu nous parlais que c'était automatisable. Si demain, on veut, il y a des personnes qui veulent commencer à utiliser, du coup, donc le projet EcoCode, qui est une implémentation de la détection de ces règles dans le projet SonarCube. Il y a donc un projet qui est dédié sur GitHub où là, il y a toute la documentation, j'imagine, pour comment ouais, est-ce qu'on l'installe ouais. dans Sonar. En fait, maintenant que je pense que tout le monde a suivi l'idée que c'est que le référentiel, chacun en fera ce qu'il veut, mais évidemment, moi le premier, je me suis dit, il faut, puisqu'ils ils offrent la garantie d'être détectables par des outils d'analyse, eh ben on va faire le nôtre. Voilà. Et celui qu'on a créé s'appelle EcoCode. Alors, EcoCode, il y a deux EcoCodes. Il y a un EcoCode mobile, donc c'est celui-là. Et il y a un EcoCode EcoCode mobile. non mobile, donc qui s'occupe d'analyser autre chose. Donc moi, je parle d'EcoCode mobile. Merci Cédric pour le lien, c'est exactement ça dans le chat. C'est une implémentation SonarCube des catalogues, enfin des référentiels dont je viens de parler à l'instant. Donc on a presque tout codé côté environnemental et on vient juste de démarrer la partie sociale. Ok. Par exemple, celui de tout à l'heure, le Tracking ID, il a, à ma connaissance, il n'a pas été codé. Il le sera, mais il n'a pas été codé pour l'instant. Et donc derrière, pour ces personnes qui sont familières avec SonarCube, ça se présente Voilà. comme une On a un règle. tableau de bord, en fait. Là, vous voyez, celui qui est sous nos yeux, c'est le fameux l'amplitude. On détecte en fait une amplitude un petit peu trop grande entre le min et le target. Et donc, ça lève une alerte dans un projet Android quelconque en disant, bah voilà, c'est pas génial. Et on voit que la sévérité est mineure, hein, comme j'avais dit, minor. Donc, c'est pas, voilà, c'est un petit élément qui laisse présager quelque chose de pas terrible. Donc, c'est pas totalement critique, quoi. Donc là, voilà. il y a tout ce qu'il faut pour démarrer. Ouais. Faut connaître les outils SonarCube, hein, qui sont très connus par ailleurs.
et qui ont été customisés en fait pour traiter cette problématique de l'éco-responsabilité et qui donc vous délivrent une note. Hein. Je ne sais pas si on l'a vu, Cédric, il y a des petits boutons là. Si tu reviens au niveau du projet, voilà. Non, même project dans le menu en haut. Ouais. Voilà, en fait, vous avez des codes smells sociaux et environnementaux. Hein, donc, on a prévu l'outil pour recevoir les codes sociaux, les codes smells sociaux très rapidement. Donc, il y a, voilà, celui qui n'est pas passé, là, le webinar démo, hein, il y a 5 codes smells environnementaux. Et ces 5 codes smells environnementaux font que la porte de qualité, ça se traduit la quality gate, n'est pas passée. Ouais, bon. Je sais pas. Tout à fait. Francise. Ouais, on se comprend, c'est pas grave. On voit l'idée. Voilà, on va dire. Après, tout ça, c'est des configurations. Bon, peut-être que 5 smells mineurs, vous voyez, ça donne quand même une note 2A. C'est pas catastrophique, en fait. Et voilà. Donc, il y a plein de réglages après sur quand est-ce que vous considérez qu'on est B, C, D, E, F. Tout à fait, ouais. C'est les seuils minimums de qualité acceptables pour. Et ça, tout ça, c'est aussi un gros chantier de voir qu'est-ce qui est acceptable, pas acceptable. Moi, en tout cas, je travaille sur le catalogue de règles, de bonnes pratiques, comment on les met dans des analyseurs de code. Et puis, ça viendra, on affinera tout ça en fonction des retours des utilisateurs, etc. Bon, bah, top. On arrive sur la fin de ce webinaire. Je voulais te laisser l'opportunité de te parler c'est quoi les prochaines étapes pour toi et pour le projet. Merci de me donner cette opportunité, Cédric. Donc, en fait, EcoCode mobile ou pas, ce sont donc des outils basés sur SonarCube hein, pour la détection donc allez, on va le dire donc de code smells en fait, hein, pour aller vers l'éco-responsabilité, donc l'éco-conception. Et donc il y a un hackathon, c'est comme ça qu'on dit, de 2 jours. C'est la 2e édition qui aura lieu du 5 au 6 avril à Paris dans les locaux de Davidson Consulting. Et donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Et on sépare en fait, on attend une centaine de personnes hein, qui vont travailler pour faire avancer ce qu'on a vu là aujourd'hui, avec justement une première équipe qu'on a appelée les défricheurs, qui vont continuer à identifier, donc vous voyez, des bonnes pratiques. Et du coup, pas que mobile, hein, s'il y a des gens qui ont des idées sur l'Internet des objets, sur l'IA, sur tout ça, voilà, on va brainstormer là-dessus. Et puis des gens, des faiseurs qui vont nous aider à poursuivre l'implémentation technique des plugins. Donc tout le monde y trouvera son compte dans une super ambiance. Hein, je peux témoigner l'année dernière, c'était génial. Sur 2 jours, voilà. Donc, avis. Alors les inscriptions vont ouvrir. On est le combien ? Le 23. Dans quelques jours, on va pouvoir commencer à s'inscrire. Donc là, c'est vraiment une annonce. En avance de phase. En avance, en preview, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, merci beaucoup de me donner cette opportunité. Ouais, c'est normal. Et puis pour les personnes qui sont là, n'hésitez pas donc à partager ce lien en interne autour de vous ou dans votre entreprise si ça peut intéresser les gens. Voilà. C'est parti, quoi. En tout cas, c'est lancé. On a les dates, on a les lieux, on a tout ce qu'il faut, on a les conférenciers parce que ce sera agrémenté de conférences et tout ça. Mais voilà, c'est concret sur 2 jours. Bah super. Je crois qu'on avait non, on avait fait le tour. Tu n'avais pas quelque chose par rapport à iOS à rajouter ? Oui, c'était la dernière diapositive, Cédric. Ah, et tout à la fin du coup, c'est ça. Ouais. Elle traîne là, hop, c'est bon. Ouais, et je terminerai juste là-dessus. Pareil, un peu en avance de phase parce que j'ai pas fait l'annonce. On va enfin sortir la V1, eh oui, d'EcoCode mobile avec maintenant le support iOS. C'est-à-dire que nous avons un scanner de code pour Swift. Et donc, c'est parti. On peut maintenant lancer le chantier de trouver des bonnes pratiques ou des code smells iOS puisqu'on a la garantie qu'on va pouvoir les mettre dans le scanner de code EcoCode. Et ça, c'est évidemment tout de suite très motivant de se dire que ce qu'on met dans le référentiel ou dans les bonnes pratiques, on peut en fait les détecter et on sait qu'on va y arriver. Voilà. Il nous manquait cette pièce maîtresse qui nous a été apportée par Gilles en fait qui travaille chez Inside App et qui est un expert de l'analyse de code Swift en fait. Donc merci à lui. Ah bah, c'est super, ça c'était voilà, c'est l'excellente opportunité pour démarrer. Exactement. Donc maintenant c'est ça la version 1 parce qu'on supporte enfin les 2 plateformes. Voilà.
phare dans Donc le marché. bientôt, on aura plein de nouvelles règles sur iOS qui vont venir. Exactement. Donc, avis aux amateurs, si vous voulez participer à ça, lors du hackathon ou en dehors du hackathon, il n'y a pas de problème. Bah, super. Donc bah, je crois qu'on a fait le tour des différentes annonces. Hop, je reviens juste un peu là-dessus. Juste pour terminer, pour les prochains webinaires Promise, si ça vous intéresse, alors on a une page dédiée tout en bas, webinarepromise.com, qui liste tous nos webinaires à venir. Comme je disais en intro, on essaie d'en faire un par semaine. Le prochain, alors c'est mercredi prochain, on parle de retour d'expérience, du coaching craft, du software craftsmanship, de toute la montée en compétences des pratiques d'ingénierie dans les entreprises tech. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on rencontre comme challenge. Et donc on reçoit Julien Topsu de Shodo et Aurélien Rambaud de Mano Mano pour parler de ça. Dans 2 semaines, on parlera du JS. Voilà, s'il y a des personnes ici qui sont intéressées aussi par les sujets front, par ce framework front. Brian sera avec nous pour en parler. Dans 3 semaines, on fera une démo. Voilà, on fait un 3e jeudi du mois. C'est un nouveau rituel. On présente les nouveautés de notre plateforme à nous, Promise. Je crois qu'on a fini pour les annonces. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Et je voulais te remercier encore une fois, Olivier, pour avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était très, très clair la présentation, et je pense que ce genre de projet autour de l'éco-conception, c'est essentiel, et je pense qu'il en faut de plus en plus aussi ce genre d'initiative. Donc, on était très content que tu puisses présenter ce projet-là, et j'espère que ça donnera de la visibilité à ce projet. En tout cas, qu'il y a des gens, voilà, peut-être aujourd'hui qui peut-être s'impliqueront ou à minima, voilà, testeront et pourront te faire du retour. J'imagine que pour toi, c'est précieux. Super. Super. Voilà, il y a quelques personnes, voilà, potentiellement. Bon, de toute façon, vous savez vous trouver Olivier, je pense. Voilà, il est, il est assez réactif, donc voilà. Et puis donc, comme je disais, ce webinaire sera dispo si vous voulez le partager autour de vous sur YouTube, à mon avis max d'ici demain. Je propose qu'on s'arrête là, Olivier. Merci Cédric. Merci à tout le monde. Bah, merci à toi, et puis on vous souhaite à tous et toutes un bon jeudi, bonne journée, et puis on espère à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir tout Merci. le monde. Bye bye, merci. Salut.